Donc, déjà, la première chose, c'est que quand on est, l'âme s'incarne dans le corps du bébé et ne se souvient pas de son passé et de pourquoi il est venu sur cette planète. Et on a une première partie de l'existence en tant que bébé jusqu'à ce qu'on rentre à la maternelle, où on vit en fait dans un monde d'amour maternel pour la plupart des gens et paternel, et de liberté, puisqu'on n'a pas de conditionnement à cette époque-là dans la vie. Et le conditionnement arrive quand arrivent les débuts de la scolarité. Donc de là, on a un système de récompense et de punition qui commence à être implanté dès l'école, dès le plus jeune âge, et qui en fait est très similaire au fonctionnement des réflexes de Pavlov. Donc des expériences de Pavlov qui avaient été faites avec des animaux et en particulier des chiens, où Pavlov envoyait en fait des coups d'électricité aux chiens pour leur dire quand ils faisaient quelque chose qui était au contraire de ce que lui voulait que le chien fasse, et de récompenses sous forme alimentaire quand le chien obéissait correctement à l'ordre. Donc on a la même chose qui est fait avec les enfants, sauf que on est dans un système de récompense par des notes, des bons points, des cadeaux et des mauvaises notes, des mauvais points et des punitions quand on n'obéit pas aux ordres du maître ou de la maîtresse d'école. Donc ça, mais c'est très très similaire en fait au conditionnement de Pavlov. Il faut savoir aussi, si je fais un petit peu d'histoire aussi, c'est que pour ceux qui connaissent le fonctionnement des Illuminati, qui ont un peu creusé le sujet, vous savez que les jésuites sont la partie très sombre et très noire de l'Église catholique, et qui connaissent en fait, qui sont les gardiens des secrets pour pouvoir retenir sous contrôle les hommes. Et en fait, c'est pas par hasard qu'on a donné en fait à ces gens-là la fonction d'aller donner des cours, de créer les systèmes scolaires pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les jésuites partout dans l'éducation nationale, les modèles qui ont été établis par les jésuites. Même aujourd'hui au niveau des écoles publiques où il n'y a plus les jésuites à l'intérieur, les systèmes reposent sur le modèle qu'ont créé les jésuites. Donc pendant cette première partie cette deuxième partie de la vie, donc dès qu'on rentre dans la scolarité, ensuite on a aussi la pression des parents, qui sont eux-mêmes soumis à la pression de leur propre programmation. Pour la plupart, ils ne sont pas réveillés, et donc ils reportent en fait la programmation qu'ils ont eux-mêmes reçue sur leurs enfants. On a la pression des professeurs, donc, et la pression aussi des amis, de l'entourage, qui, comme ils ont été programmés, se moquent de vous si vous avez des mauvaises notes, et sont vos copains si vous êtes le premier de la classe. Là, on a aussi un problème qui se crée, celui de la confiance en soi, puisque à partir du moment où vous rentrez dans le système et que vous avez plein de bons points, ça vous donne de la confiance en vous, ça vous valorise. Le fait d'être un très bon esclave et d'obéir parfaitement et de régurgiter parfaitement les informations qu'on vous a dit d'apprendre, peu importe s'ils sont vrais ou fausses, c'est pas là-dessus que vous êtes noté, c'est sur la facilité que vous avez à régurgiter ces informations telles qu'on vous les a apprises. Donc ensuite on a une sorte de rappel en fait de la conscience supérieure à l'âge de l'adolescence. C'est là qu'on voit justement les rébellions qui commencent à se faire d'enfants par rapport à leurs parents, par rapport au système. Donc ça c'est un passage
presque obligatoire où l'enfant se rebelle parce qu'il se dit il y a un truc qui est pas normal. Et donc ça peut manifester de différentes manières, que ce soit de manière vestimentaire, coupe de cheveux, tatouage, enfin tatouage pas trop pour les adolescents, mais les boucles d'oreilles, aller vers aussi des choses interdites, comme par exemple commencer à fumer, faire des choses qui sont pas légales, on va dire. Donc il y a une sorte de rébellion. Et ensuite, on revient dans le moule par l'entrée dans la vie active, dans le milieu professionnel. Donc l'entrée dans la vie active dans le milieu professionnel, ça élimine la plupart des rebelles parce que ça leur met une pression financière et le monde de l'entreprise est fait de telle sorte, organisé de telle sorte pour que vous n'ayez pas le choix, entre guillemets, on y reviendra tout à l'heure, pour vous plier et obéir de façon à avoir, encore une fois, des bons points, des récompenses, mais ce qui avant c'était des images, maintenant c'est de l'argent, un statut social plus élevé, ou alors des punitions, d'être viré, d'être mis dans un placard ou d'être moqué par vos collègues de travail et autres. Plus les entreprises sont grosses, plus le système de contrôle est important puisque ils ont des outils et des moyens pour augmenter la manipulation au sein de leurs employés, c'est-à-dire qu'on a ça démarre en fait dès le recrutement. Ça se poursuit avec les manuels de formation qui sont très très bien étudiés au niveau psychologique. Et vous avez une sorte de suivi de l'esclave qui se fait par des séminaires qui peuvent arriver une fois par an, 2 fois par an. En fait, voilà, vous êtes suivi pour que le mouton reste bien dans le conditionnement de l'entreprise. Plus l'entreprise est grosse, plus le conditionnement est gros. Moi, j'ai travaillé en fait dans des grosses entreprises en tant que salarié au début de ma vie active. J'ai travaillé dans l'édition et j'ai travaillé dans les assurances Hogan. Et j'ai pu le constater parce qu'après j'ai travaillé aussi dans des petites sociétés. Et il y a une beaucoup plus grande liberté d'esprit et de créativité à l'intérieur des petites structures à taille humaine qu'à l'intérieur des grosses boîtes. Donc moi j'ai aussi arrêté de travailler pour le GAN quand j'ai appris que le GAN, ça faisait partie du groupe Alliance qui avait été financé par les nazis et donc ils avaient fait toute leur fortune grâce à Hitler. Donc moi ça me posait un cas de conscience quand je l'ai appris. Donc ça m'a posé un problème. Et puis aussi j'ai appris en travaillant dans les assurances toute l'histoire en fait du baby boom, le fait que les enfants allaient avoir à une certaine période, les enfants nés après guerre qui étaient très nombreux allaient au bout d'un moment avoir une retraite quasiment tous en même temps et qu'il serait impossible par rapport au système de répartition de payer tout le monde, etc. Et quand je regardais mes bulletins de salaire, je me disais, mais alors pourquoi moi je paye on me retire de l'argent de mon compte alors que cet argent, je le reverrai jamais. Donc déjà, c'est là que j'ai décidé à la fois d'arrêter le GAN pour des raisons éthiques et à la fois le salariat pour des raisons logiques et financières. Donc de là, j'ai quitté la France et je suis parti en Nouvelle-Calédonie, pays dans lequel j'ai monté une société en 2001. Et en fait, donc je suis déjà sorti du système salarial dans un premier temps. Et ensuite, il y a aussi d'autres
programmations qui arrivent, d'autres peurs qui sont additionnées lors de la vie, avec la construction d'un foyer, les premiers crédits qui sont faits pour acheter une maison, la création d'enfants qui génèrent une pression supplémentaire et un moyen de contrôle supplémentaire, une peur supplémentaire qu'on se crée. Donc, il n'est pas possible de changer de vie sans avoir déjà des bases de connaissances sur le fonctionnement à la fois de la manipulation, la façon dont la manipulation fonctionne, et sur qui on est et comment la réalité fonctionne en vrai. Quand je dis la réalité, je parle de la physique. Dans le mot physique, j'englobe pas seulement la physicalité 3D, la matière, mais aussi la physique de l'esprit, la façon dont la matière autour de nous réagit à la conscience. Donc, la première chose pour pouvoir changer de vie, c'est de faire un travail d'apprentissage par rapport à cette réalité dans laquelle on évolue et par rapport à ces mensonges, par rapport à ce formatage. Et ah oui, j'oublie aussi, on a une pression médiatique pour ceux qui vont à la télé et qui lisent les journaux. Donc on a une pression médiatique, sociale, fiscale. Donc ça, j'en ai parlé un peu. Et voilà. Donc pour changer de vie, il faut comprendre le fonctionnement. Et un des fonctionnements les plus importants à comprendre, c'est la création de la façon dont les choses se créent dans la matière. Et la façon dont les choses se créent dans la matière, ça se passe dans le présent. Et c'est pour ça que dans toutes les anciennes civilisations, et en particulier, mais ça se retrouve partout chez les moines bouddhistes tibétains, ça j'en avais parlé dernièrement, c'est que le secret pour évoluer, pour passer le cap ultime, c'est d'abandonner à la fois la peur. Bon, ça c'est pour une raison évidente, puisque c'est la plus basse vibration et ça nous paralyse dans nos décisions et sur le suivi surtout de la guidance qu'on reçoit quotidiennement par rapport à notre esprit supérieur, notre âme. Donc la peur paralyse ça. Et deuxième chose à abandonner totalement, c'est l'espoir. Parce que l'espoir se situe dans le futur et que le futur ne crée rien du tout et que donc tout se passe dans la création, dans l'instant présent. Donc ça veut dire quoi être dans l'instant présent? Ça veut dire que déjà il faut faire un travail de réconciliation et de compréhension de nos expériences passées, c'est-à-dire pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. C'est très très important pour justement non pas oublier le passé, mais absorber l'information de manière positive de ce qui s'est passé dans le passé, en traitant cette information en tant qu'information et non pas événement négatif, et en demandant pardon si on a fait du mal aux gens, etc. Et en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que le passé est réglé, vous devez aussi arrêter de penser aux concrétisations de vos buts. Il y a un proverbe chinois que j'avais appris quand je faisais des arts martiaux qui dit fais attention à l'accomplissement de ton œuvre, jamais à ses fruits. Fais attention à l'accomplissement de ton œuvre, jamais à ses fruits. Ça rejoint ce que disent les bouddhistes, c'est abandonner l'espoir, être dans l'instant présent, c'est là que tout se passe. Donc, une fois qu'on a fait ce travail sur son passé et qu'on a fait ce travail sur le futur, les espoirs, les attentes de concrétisation, à ce moment-là, on est dans l'instant présent.